Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. On entend un peu, vous êtes très nombreux pour le webinaire d'aujourd'hui. Vous êtes 270 à vous être inscrits, on vous remercie. On ne va pas tarder à commencer. Avant, je vais me présenter. Je suis Stéphanie Laguigné, la fondatrice de Meredith Santé, qui est une plateforme de mise en relation entre les établissements de soins et les professionnels de santé de ville. D'accord, bonjour à tous. Je suis docteur Anthony Vazovic. J'exerce à Paris, à la clinique Drouot, dans le 9e arrondissement, et également à Tournon-en-Brie, dans le centre de côte Est. Je suis chirurgien du genou, ligamentaire et puis dégénératif. Je fais exclusivement que du genou. Si vous avez d'autres thématiques sur le genou qui vous intéressent, à la fin du webinaire, il y a un sondage. N'hésitez pas à nous donner des indications. On les suit, on lit tous vos réponses et ils orientent le programme qu'on fait derrière. Donc, du coup, n'hésitez pas à nous donner vos envies sur les thématiques. Bon, je voudrais d'abord remercier Meredith Santé de nous permettre de faire cette formation pendant ces temps un peu compliqués actuellement. C'est un très bon outil, je pense, pour l'apprentissage. Donc, merci Stéphanie, merci Meredith. Voilà, quant à moi, voilà, je vais vous faire un exposé sur l'examen. On va commencer par l'examen clinique du genou ménisco-ligamentaire. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct, puis on y répondra à la fin. Si jamais il y a d'autres questions qui restent en suspens, je vous ai laissé aussi mon adresse mail, vous pouvez m'y répondre. Vous avez mon téléphone personnel si jamais il y a aussi besoin de me contacter. Bon, alors on va pouvoir commencer l'examen clinique du genou ménisco-ligamentaire. Comme tout examen clinique, il est important donc de commencer par un interrogatoire qui va nous permettre tout de suite d'orienter la pathologie recherchée et également d'orienter un petit peu notre examen clinique. C'est ça qui est très important. Il faut savoir toujours faire un examen clinique qui est systématique pour ne rien oublier et en même temps avoir comme un détective des présomptions sur le diagnostic et aller le chercher parce que on trouve vraiment ce que l'on cherche. Donc, dans l'interrogatoire, il y a 3 grandes parties à chercher. Donc, c'est les circonstances de l'accident, s'il y a vraiment une notion de traumatisme ou pas, et quels sont les signes fonctionnels que ressent le patient pour un peu déclarer sa gêne. Les circonstances de l'accident, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un accident, notamment de la voie publique, ou bien un accident de sport, ou bien est-ce que c'est un faux mouvement sur un relèvement où le trouble où la pathologie s'est révélée. Donc, ça nous donne un peu une idée sur le mécanisme potentiel. Par exemple, si c'est une lésion liée au moment d'un relèvement, on s'orientera plutôt vers une pathologie méniscale. Si c'est plutôt un accident à haute cinétique avec une torsion dans le sport, ça sera plutôt ligamentaire, voire fracturaire. Donc, c'est important de commencer par là. Et après, la notion de ce traumatisme doit être un peu précisée, à savoir est-ce que le genou a fait une torsion, est-il parti en valgus ou en varus, avec une notion de torsion en externe, en interne, plus pour rechercher des lésions ligamentaires. Est-ce qu'il y a eu un choc direct sur le genou? Est-ce que la TTA a tapé au sol avec un syndrome du tableau de bord pour rechercher plutôt un ligament croisé postérieur? Donc déjà, juste avec ces 2 premières questions, on va plutôt savoir si on va aller chercher des pathologies ligamentaires, méniscales, ligaments croisés postérieurs, ligaments croisés antérieurs. C'est très important de savoir ce qu'on va aller chercher dans notre examen clinique au moment de tous les examens, avant même de le commencer. Et là, dans l'interrogatoire, les signes fonctionnels vont aussi orienter notre examen clinique. D'abord, s'il y a un gonflement du genou, une hydarthrose qu'on va aller rechercher, on va savoir qu'il va y avoir une pathologie intra-articulaire parce que ça a saigné dans le genou, ou bien il y a eu un phénomène inflammatoire qui a fait gonfler le genou. On sait qu'il y a une lésion intra-articulaire à partir du moment où ça a gonflé. Parce qu'il y a une notion d'instabilité, l'instabilité qui va plutôt nous orienter vers un problème ligamentaire, donc le genou se dérobe-t-il. Il ne faut pas hésiter à demander, à montrer aux patients qu'est-ce que vous appelez une instabilité, parce que souvent ils ne comprennent pas, donc il faut mimer vraiment ce mouvement d'instabilité. Est-ce qu'il y a un blocage du genou? Alors, les gens confondent toujours un petit peu blocage et raideur, donc il faut bien dissocier les deux. Donc, la raideur, c'est qu'on a du mal à plier jusqu'au bout, on a du mal à aller jusqu'au bout de l'articulation, tandis que le blocage, c'est vraiment comme s'il y avait un petit caillou dans un engrenage, clac, qui bloque le genou.
Donc, il faut vraiment leur expliquer ça avec des mots simples et avec même des exemples, comme je viens de vous faire, pour bien distinguer les choses. Donc, les blocages vont plutôt nous orienter vers un problème méniscal, souvent avec des languettes ou bien éventuellement des anses de saut. Et la douleur, bien sûr, il faut la préciser. La localisation de cette douleur, est-ce qu'elle est sur l'interligne, est-ce qu'elle est dehors, devant, au-dessus? Bon, voilà, c'est très important parce que la douleur va nous orienter vers l'examen. Une fois qu'on a fait cet interrogatoire, on est déjà bien orienté sur notre examen clinique et donc on peut avancer. Et là, on va commencer par l'inspection du genou, rechercher déjà cet épanchement, est-ce qu'on a une grosse hémarthrose, est-ce qu'on a des ecchymoses. Plus les ecchymoses sont importantes, plus on se doute que le traumatisme est probablement important, notamment en aigu. Puis cet épanchement, on peut aller aussi le rechercher par le signe du glaçon. Donc, on va ramener les cul-de-sac proche du genou et avec l'index, on va palper la rotule pour voir si elle flotte comme un glaçon pour rechercher s'il y a un épanchement. Donc, il peut y avoir un épanchement évident quand on voit le genou, donc bon, on n'a pas besoin de trop s'embêter. Mais des fois, il y a des épanchements qui sont un peu plus subtils. Il faut aller les chercher avec ce signe du glaçon. Les mobilités du genou qui vont se coter en 3 parties. Vous allez avoir l'extension à côté, la position neutre du genou et la flexion de celui-ci. Donc, l'extension du genou va se coter entre 0 et x degrés vers l'avant. Donc là, quand on a un récurvatum ici, par exemple, on a un récurvatum d'environ 15 degrés. Donc, on donnera la position 15 sur nos mobilités. La position 0, si on arrive à passer par le 0, ça sera le 0 pour la position neutre. Et puis, là, c'est un exemple de flessum où la position 0 n'est pas atteinte. Donc, on est environ à 20 degrés de flessum qui n'est pas réductible. Donc, là, la position neutre sera plutôt de 15 degrés, 15-20 degrés selon le flessum. Et puis, on cotera la flexion jusqu'au maximum de la flexion atteignable. Le flessum élastique, un bon exemple, par exemple, quand vous l'avez à l'examen clinique, tout de suite, il doit attirer votre attention vers une potentielle pathologie. Donc, un flessum qui ne se réduit pas ou qui donne l'impression de se réduire et qui revient dans sa position de flessum va nous faire tout de suite penser à une éventuelle anse de saut. L'anse de saut, pour rappel, c'est une pathologie fissuraire du ménisque. Là, voilà l'exemple d'un ménisque interne en rouge, ménisque externe en bleu. J'ai enlevé le fémur à des fins didactiques de manière à ce qu'on puisse voir le plateau tibial. La fissure va de derrière à devant, elle est complète et transfixiante. Et donc, le fragment qui est libre, ma position centrale, va pouvoir glisser et se mettre dans l'échancrure. Ce fragment, qui sera au milieu du genou, va venir bloquer le genou par ce petit fragment au centre de ce dernier. Ce qui explique la non-réductibilité. Donc déjà, on a une notion de pathologie juste avec les mobilités. C'est important de comprendre ça, mais déjà, on oriente un peu notre diagnostic. Si on s'oriente aussi vers les tests méniscaux, les 2 plus pratiqués sont le test de McMurray, qui a un patient qui est en décubitus dorsal. On met en flexion son genou, on palpe son interligne et on imprègne des mouvements de rotation externe, interne. Donc, la rotation externe pour mettre en exergue plutôt le ménisque interne et la rotation interne pour le ménisque externe. On palpe celui-ci. Si le patient est douloureux à la palpation, ça nous oriente vers un problème méniscal. Attention, cet examen doit être bilatéral et comparatif parce que souvent, c'est juste des hypersensibilités au patient. S'il est le même ressenti des 2 côtés, souvent, ce n'est pas néopositif. Le grading test, lui, se fait en décubitus ventral, genou à 90 degrés. On imprègne des mouvements de rotation qui déclenchent des douleurs dans le compartiment concerné. L'examen ligamentaire, bien sûr, après l'interrogatoire, si on est orienté vers un examen ligamentaire, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va palper les différents reliefs ligamentaires, notamment sur le ligament collatéral latéral. On sent très bien une petite corde qui se tend quand on le met un petit peu en stress et en position de flexion autour de 20-30 degrés. Et on palpera tout le trajet du ligament collatéral latéral, ce qui nous permettra de faire une différenciation entre le McMurray qui fait mal. Alors, si vous voyez ma souris, le McMurray fait mal uniquement dans cette zone-là, dans la zone en regard du ménisque. Mais en revanche, si c'est un problème ligamentaire, vous aurez mal dans cette zone-là, mais pour différencier, vous aurez mal aussi dans la zone de désinsertion la plus proche, donc soit sur la partie proximale de l'insertion au fémur, soit sur la partie distale au niveau du tibia. Prenons le cas d'une rupture du ligament croisé antérieur. Donc, votre examen vous oriente plutôt vers cette pathologie. Donc,
tous les examens cliniques que vous allez faire vont aller rechercher cette rupture du LCR. Bien sûr, on va commencer par le signe le plus classique, qui est le signe de Lachman, où on empaume le fémur, donc la cuisse, dans sa main pour la tenir. Et avec l'autre main, vous allez prendre le tibia en appuyant en le tenant au niveau de la TTA. Et vous allez imprégner un mouvement vers l'avant sur un genou qui est détendu à 30 degrés de flexion. Et vous allez regarder si le tibia avance de manière anormale, avec une laxité qui est plus importante que le côté contralatéral. Je n'insisterai jamais assez sur le fait que l'examen doit être bilatéral. Et ce tibia va venir de façon molle vers l'avant. C'est ce qu'on appelle un Lachman mou, qui sera plus ou moins important. Et à côté, selon la classification souvent IKDC, de A à D pour les formes plus graves. On va pouvoir réaliser ce qu'on appelle les tiroirs antérieurs. Donc là, vous avez vu, je suis assis sur le pied du patient. Je bloque son pied, il est à 90 degrés. Là, j'ai fait un tiroir antérieur sur une position neutre. C'est le tiroir antérieur direct. Là, je le mets en rotation externe. Le tiroir est aggravé parce qu'on a détendu les plans périphériques. Et là, en rotation interne, le tiroir, lui, ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'on a enroulé le ligament croisé postérieur qui bloque le genou. Donc, ce qui prouve bien que c'est plutôt une lésion du ligament croisé antérieur isolé, sans lésion bicroisée. Donc, tiroir antérieur direct, tiroir antérieur rotation externe, tiroir antérieur rotation interne. Donc, c'est les trois nominations TAD, TARE, TARI que vous pouvez voir souvent dans des comptes rendus d'examen clinique. Le jerk test, c'est un stress du genou par un mouvement en valgus et rotation interne du segment jambier. On va ressentir un ressaut en allant vers la flexion. Celui-ci se cote aussi par une ébauche de ressaut, un ressaut franc et un ressaut explosif. Donc, il y a trois cotations pour ce ressaut. Et plus il est important, plus la laxité rotatoire est considérée comme importante. Maintenant, si on s'oriente vers une pathologie du ligament croisé postérieur, un interrogatoire, c'est un traumatisme du tableau de bord directement sur la TTA ou bien une chute sur le pied. À ce moment-là, on va aller rechercher d'emblée des signes qui sont en faveur. Premier signe, c'est à l'inspection, on va aller rechercher ce fameux signe de l'avalement de la TTA. Donc, regardez ce genou-là avec le condyle. On va revoir les images plutôt en dynamique après. Donc, on met le patient en décubitus dorsal, les genoux fléchis à 90 degrés. Ici, vous avez le relief des condyles fémoraux. Avalement de la TTA parce que le tibia est parti en arrière, contrairement à l'autre côté où le tibia est en position neutre et donc la ligne qui frise avec l'horizontale sur la crête tibiale est dans le prolongement des condyles. Voilà, le même patient sur l'examen clinique, il est à 90 degrés, on met les deux genoux pareil, et là on voit bien que le genou droit, il n'y a pas de problème, et le genou gauche montre l'avalement de cette TTA. D'accord? Donc là, déjà, on a une bonne suspicion de ligament croisé postérieur. Le tiroir postérieur, on le fait, on part de la position donc neutre là et on le pousse vers l'arrière. Il a un arrêt qui peut être mou ou voire dur retardé, mais là c'était tellement important qu'il n'y avait pas de sujet sur l'importance de ce tiroir. On peut aussi imprégner des rotations pour détendre les plans. Et là, très intéressant ce test. Là, je bloque le genou du patient à 90 degrés. Je vais peut-être vous le remontrer. Et je demande naturellement aux patients d'essayer d'étendre la jambe. C'est le signe de 2 jours, ce qu'on appelle, c'est pour voir s'il y a une réduction du tiroir postérieur à la contraction du quadriceps. Donc là, le patient contracte tout seul, hop, il réduit. Regardez, hop, il réduit son tiroir postérieur. Donc ça, c'est quand même un bon signe de réduction du tiroir postérieur. Donc ça, c'est une réduction active, mais sous anesthésie générale, on ne l'a pas toujours, cette réduction active. Il faut aller toujours chercher la réduction du tiroir postérieur. Pourquoi il faut rechercher cette réduction? Parce que si celle-ci est figée en arrière, on ne peut pas réparer le ligament croisé postérieur parce qu'on ne pourra pas ramener le tibia en avant. Donc, c'est un critère essentiel pour aller vers la réparation d'un ligament croisé postérieur, c'est de chercher si ce tiroir postérieur est réductible. Une fois qu'on a fait le pivot central, on va s'attacher à regarder les laxités périphériques. Donc, les laxités périphériques, déjà, ça s'examine à la marche, donc regardez, et à l'appui monopodal, avec la recherche d'une décoaptation pour le plan postérolatéral. Là, sur l'appui en charge, vous voyez très bien sur l'image de gauche la décoaptation en varus du patient. Et sur l'image de droite, c'est le patient qui décoapte à la marche. Les testings en varus forcé, donc on va se pratiquer en extension et en flexion à 30 degrés.
et on va rechercher une asymétrie dans la laxité recherchée entre les deux genoux sains, toujours comparé aux genoux pathologiques pour être sûr qu'on parle d'une laxité pathologique et non d'une laxité constitutionnelle qui est comparative et bilatérale. Quand le test en varus forcé est positif en simple flexion, il s'agit d'une atteinte du ligament collatéral latéral. S'il est en plus positif en extension, il faut ajouter comme atteinte une atteinte du plan postérolatéral, donc des coques et du mur, pourquoi pas, méniscal latéral et du poplité. Voilà, donc ce test-là, s'il est juste positif en flexion, c'est probablement un ligament collatéral isolé. Si c'est en extension, c'est beaucoup plus grave. On s'oriente vers une pathologie plutôt postérolatérale. Le test de Houston qui relève en fait les deux genoux, les deux segments jambiers par les orteils, va montrer une positivité lorsque le genou va passer en varus et en rotation externe au lever. Celui-ci, lorsqu'il est faiblement positif, c'est probablement une atteinte des coques. Il est fortement positif, il faut chercher une atteinte du pivot central en plus du plan postérolatéral. Le dial test, ou bien le test de rotation externe, se pratique en décubitus ventral pour assurer une réduction de la subluxation éventuellement postérieure d'une rupture du ligament croisé postérieur. Il est comparatif entre les deux côtés. Et lorsqu'il y a une asymétrie, donc là vous voyez très bien sur le membre inférieur droit, une asymétrie de la rotation qui est supérieure à 10-15 degrés, on le considère comme positive, donc avec une atteinte des structures périphériques. Quand le test est uniquement positif à 30 degrés, on peut considérer qu'il s'agit d'une atteinte du complexe poplité. S'il est également positif à 30 et 90 degrés, il y a probablement une atteinte en plus du ligament croisé postérieur qui est censé verrouiller le genou à 90 degrés, qui ne joue pas son rôle dans ce cas-là. Le reverse pivot shift, en fait, c'est le jerk test mais à l'envers. On part d'une position de flexion vers l'extension et on voit une réduction du ressaut à l'extension. Voilà, vous voyez bien ici. Donc, lui signe également une atteinte des structures périphériques et voire du ligament croisé postérieur, souvent associé. Dans ces structures, dans cet examen clinique du plan postérolatéral, on ne peut pas se passer d'un examen neurovasculaire car les structures, comme vous pouvez le voir sur ce dissection anatomique, sont très proches les unes des autres. Vous avez ici en bleu le ligament collatéral latéral, en rouge le poplité. Ce gros tendon que vous voyez, c'est le biceps fémoral et en vert dessiné, c'est le nerf fibulaire commun. Il y a 7 à 15% de lésions associées de ce nerf lors des lésions du plan postérolatéral. Donc, il faut bien tester celui-ci. Il se fait en demandant si le patient relève bien le pied. C'est très important de regarder ça. Bien sûr, si la lésion a été plus importante, il y a un risque vasculaire. Donc, ne pas hésiter à prendre le poupée Dieu de manière bilatérale pour vérifier qu'il n'y a pas d'asymétrie ou bien d'absence de poupée. Enfin, sur le plan médial, pour l'examen clinique ligamentaire, nous allons examiner donc le patient en stress, dans une position frontale, en valgus, à 0 degré. Donc là, vous voyez que le genou s'ouvre anormalement. Après, en calant son genou sous le genou du patient, on peut le passer en flexion 30 degrés et faire un valgus forcé. Donc là, le patient s'ouvre dans les deux positions de flexion, la position 0 et 30 degrés, ce qui signe plusieurs atteintes. Donc, lorsque le test est uniquement positif en flexion à 30 degrés, c'est une atteinte isolée du ligament croisé, collatéral médial. S'il s'ouvre également en extension, il y a une atteinte en plus des structures périphériques et du point d'angle postéro-médial, avec notamment l'atteinte des coques médiales et du pôle associé. Si vous devez retenir bien un message de tout cet examen clinique, c'est d'être toujours systématique dans cet examen et de le faire de façon ordonnée. Ayez toujours en tête votre diagnostic pour aller le trouver, mais ne négligez pas les autres potentielles lésions. C'est sûr que si on est sûr qu'on veut rechercher un ligament croisé antérieur, vous allez le trouver, mais il ne faut pas passer à côté d'une lésion, notamment postérolatérale, qui pourrait signer une urgence, comme on va le voir dans le topo suivant.
Voilà. Bon, je vous remercie bien à tous.